Et si on parlait de sport? Une émission produite par Laurent Garnier avec le concours du comité départemental olympique et sportif de Haute-Garonne. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Très heureuse de vous accueillir dans notre émission Et si on parlait de sport, avec à mes côtés pour cette 23e émission, Pauline et Laurent. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Nos invités pour cette émission, Franck Opitz, président de la Ligue Occitanie de judo, jiu-jitsu, kendo et disciplines associées. Yacine Carrera, président du comité régional Occitanie pentathlon moderne. Et Cindy Laplace, préparatrice mentale. Cette semaine, nous vous emmenons sur la voie de la souplesse, ou plus exactement à la naissance d'un art martial, le judo, créé au Japon en 1882 par maître Jigoro Kano. Mais avant, enfilez vos kimonos et vos plus belles ceintures de judo, direction Montpellier pour un retour sur les championnats d'Europe de judo qui se sont particulièrement bien déroulés pour notre équipe de France, avec pas moins de 5 médailles d'or. Alors saluez et montez sur le tatami pour en savoir plus. Franck Opitz, notre chroniqueur du jour, nous accompagne pour nous aider à décrypter ce sport venu du soleil levant. La chronique de la semaine avec Cindy Laplace, qui est notre préparatrice mentale dans la chronique sport, santé et bien-être. En deuxième mi-temps, vous ne soufflez pas car ce n'est pas un sport mais 5 en 1 que nous vous proposons avec le pentathlon moderne qui fait partie intégrante des Jeux Olympiques depuis 1912. 5 disciplines différentes, la natation, l'escrime, l'équitation en saut d'obstacle, le tir au pistolet et la course à pied. Ces deux dernières disciplines ont été combinées lors de la dernière édition des Jeux sous le nom de Laser Run. Vous êtes perdu? Pas de panique, notre spécialiste Yacine Carrera vous en dit tout dans quelques instants. Mais avant ce coup d'envoi, place à l'avant-match et aux principaux résultats sportifs de la semaine. Et si on parlait de sport? Avant-match. Et avec les principaux résultats sportifs de la semaine, et ils sont nombreux, Pauline. Oui, Laurent, et on va débuter avec la moto et le Grand Prix de Malaisie qui a été remporté dimanche par Enea Bastianini qui a mené la course de bout en bout. Il décroche sa première victoire de la saison devant Alex Marquez. Francesco Bagnaia, leader du championnat, a pris la 3e place juste devant Jorge Martin. Il reprend 3 points sur son rival dans la bataille pour le titre. Le Français Fabio Quartararo a décroché la 5e place après être parti de la 8e position. Alors en tennis, c'était la Billie Jean King Cup et après son échec contre l'Italie, l'équipe de France féminine affrontait l'Allemagne dans une rencontre sans enjeu puisque les deux nations étaient éliminées de la course aux demi-finales. L'équipe de France s'est finalement imposée face à l'Allemagne, 3-0. Dans le tournoi ATP 250 de Sofia, Adrian Manarino, 35 ans, s'est imposé en finale de ce tournoi. 7-6, 2-6, 6-3 face au Britannique Jake Trapper. Le Français a bataillé plus de 2 heures pour décrocher son 5e titre. Autre victoire, et c'est important de signaler, c'est pas souvent avec nos Français. Donc en tournoi de l'ATP 250 de Metz, à 25 ans, Hugo Humbert a remporté le 4e titre de sa carrière en s'imposant en finale du tournoi de Metz face à Alexander Tchetchenko. 6-3, 6-3, le Français va entrer pour la première fois dans le top 20 mondial. Et cette fois en gymnastique et les championnats du monde de trampoline et de tumbling. L'équipe de France féminine de trampoline a remporté la médaille d'argent dans l'épreuve par équipe. Les Français ont eux été sacrés champions du monde par équipe de trampoline samedi à Birmingham. La Française Candy Brière-Vétillard a également été sacrée championne du monde de tumbling ce samedi. Et on passe au patinage artistique. Après son championnat du monde, ce vainqueur, le Français Adam Xiao Imfa, a remporté le Grand Prix de Chine à Chongqing devant le double champion du monde japonais Shoma Uno. Et en escrime, première étape de Coupe du Monde à Alger, la sabreuse Sarah Balzer, numéro 1 mondiale, a débuté la saison olympique de la meilleure des manières en remportant la première étape de Coupe du Monde à Alger. La Strasbourgeoise s'est imposée en finale face à l'Ukrainienne Olga Karlan, 15-11. Et alors en MMA, donc Mixed Martial Art, l'Ultimate Fighting Championships UFC 295, il fallait être là à l'heure parce que le Français Benoît Saint-Denis n'a pas perdu de temps pour s'imposer lors de ce combat au Madison Square Garden de New York. Il a terrassé l'Américain Matt Frevola dans la première reprise après 1 minute 30 de combat. Le Français fait son entrée dans le top 15 de la catégorie des légers. Et passons à la voile avec la Transat Jacques Vabre. L'équipage du Maxi Bank Populaire 11 a coupé en vainqueur dimanche soir la ligne d'arrivée de la Transat Jacques Vabre en Martinique après 15 jours, 10 heures, 14 minutes et 54 secondes de mer. Au terme d'un final de haut vol, 2 semaines après le départ du Havre, Armel Lecléache, 46 ans, a décroché son premier grand succès en ultime en compagnie de Sébastien Josse. Et il disait d'ailleurs qu'ils ont fait des pointes jusqu'à 74 km/h en bateau, ce qui est énorme.
On va passer au hockey sur glace, on change un petit peu de sport. Un match amical pour les Bleus face à la Lettonie et deuxième défaite après avoir été battus 3-1 la veille à Riga. Les hommes de Philippe Boson ont de nouveau été dominés 4-1. Et en basket 3-3, Master de Wuxi en Chine. Grande première pour Paris 3-3. L'équipe professionnelle française s'est imposée au Master de Wuxi en Chine, la plus haute catégorie du circuit mondial de basket 3-3. 11e au classement international Paris, composé de Franck Seguela, Jules Rambaud, Vincent Fauché et Paul Joko, a survolé sa finale contre les numéros 1 mondiaux, les Serbes de Ubuishan, 22-11. En basket, mais cette fois-ci en basket, on va dire traditionnel. Match de qualification pour l'Euro féminin 2025. Les Bleus ont dominé leur premier match de qualification pour l'édition 2025 contre la Lettonie, jeudi à Poitiers, 71-49. Et en déplacement à Dublin, l'équipe de France féminine a enchaîné pour s'imposer contre l'Irlande sur un score fleuve de 148. Les Bleus gardent la tête de leur groupe de qualification. Dans l'Euroleague, donc la Coupe d'Europe, malmenée et longtemps menée par l'Asvel, Monaco s'est finalement imposé contre les Rhodaniens en conclusion de la 7e journée de l'Euroleague, 80-70. En Eurocoupe maintenant, coup bousculé une grande partie de la rencontre, Bourg-en-Bresse aura pourtant pu repartir de Lutanie avec la victoire, mais les Burgiens se sont finalement inclinés dans les derniers instants face à l'Icat Bélis 196. Par ailleurs, le Paris Basketball est seul en tête de sa poule d'Eurocoupe avec 6 journées et un dernier succès écrasant à domicile dans le choc face à l'Hapoel Tel Aviv 114-87. Le handball, cette fois avec la Liquimoli Star League, victoire de Toulouse face à Saran. Nîmes n'a pas connu la même réussite à Ivry et s'est incliné 24-28. À l'usure, les Montpelliérains sont allés chercher un succès 32-28 à Dunkerque. Cette fois en Ligue des Champions, Brest craque sur la dernière action et doit se contenter du nul contre les Monténégrines du Budućnost Podgorica. Metz s'est imposé sur le parquet de Krim Ljubljana 22-28 dimanche lors de la 7e journée de Ligue des Champions. Les Slovènes étaient invaincus dans leur salle en C1 depuis le début de la saison. Et en football féminin et la Ligue des Nations, l'équipe de France a dû concéder le match nul à Reims face à la Norvège, 0 partout. 4 jours après leur victoire à Oslo, 2-1, les Bleus ont cette fois eu plus de mal à percer le verrou norvégien. Et en Ligue des Champions, donc football, après avoir pourtant mené, Paris Saint-Germain s'est incliné face à l'AC Milan 1-2 à San Siro, une défaite qui le fait tomber à la 2e place du groupe de Ligue des Champions derrière Dortmund. Battu par le PSV Eindhoven 0-1, réduit à 10 dans le temps additionnel, Lens s'est incliné mercredi pour la première fois de la saison en Ligue des Champions. On va passer en Ligue Europa avec Toulouse qui signe une victoire de prestige, un exploit 3-2 face au Grand Liverpool et prend la 2e place du groupe. Et on a la chance d'avoir avec nous à l'antenne un supporter qui était hier soir dans les tribunes et qui a vécu de l'intérieur ce match exceptionnel. Bonjour Guillaume. Donc Guillaume, tu as vécu cet événement. Ça s'est passé comment? Raconte-nous un peu l'ambiance que t'as vécu là-bas. Oui, mais c'était vraiment un match fabuleux, merveilleux, une rencontre fantastique. On est passé par toutes les émotions avec de l'espoir et avec ce tifo des Indians and des DRS sur un malentendu, ça peut marcher. Et effectivement, ça a marché. On a eu des joueurs courageux, motivés, vraiment, qui nous ont montré un visage assez incroyable. Effectivement, c'était la folie parce que ça a été la folie, Guillaume, parce que 2-0, on se dit c'est bon, un match de foot à ce niveau-là, il faut tenir. Et finalement, il remonte à 2-1 et là, on commence à avoir peur. Ah oui, on commence à avoir peur, surtout on sent que Liverpool a fait rentrer ses titulaires habituels, les joueurs commencent à pousser et il y a ce but qui permet aux Anglais de revenir au score, un but malheureux contre son camp. Mais tout de suite derrière, Franck Magri met ce 3e but merveilleux, voilà, avec une combinaison exceptionnelle. Et là, le stade était en folie. Tout le monde avait les bras levés, on se prenait dans les bras. Moi-même, je suis allé prendre mon fils dans les bras. Et alors là-dessus, il y a un deuxième but qui arrive de la part des Anglais. Et là, vous devez être en transe. Comment ça se passe? Quelle est l'ambiance à ce moment-là dans les tribunes? Ah ben là, tous les sentiments sont mêlés. On continue à chanter, à encourager, et en même temps, il y a l'angoisse qui commence à monter. On voit le club, le TFC qui recule, et puis tout d'un coup, cette situation tellement particulière où on sait plus trop ce qui se passe. Tout le monde voit une main, il y a un but qui suit. Là, c'est la confusion. L'arbitre qui commence à valider le but. Tous les joueurs se mettent autour de lui. Finalement, il se dirige vers le rond central et puis il se retourne. Et là, il fait le signe de la vidéo. Donc là, l'espoir renaît. Tout le monde a le souffle coupé. On attend.
et l'arbitre revient. Il touche sa main et le stade entre en ébullition. Les travées du stadium sont en feu. Ah là, c'était la folie, les cris, les mains en l'air, les embrassades, certaines larmes même sur les joues. Ah, c'était un moment, c'est ça, un moment hors du temps. C'est ça la Coupe d'Europe, c'est des moments C'est ça la Coupe d'Europe et écoute, exactement, on a envie de revivre ces moments-là. Eh bien, merci Guillaume, j'espère qu'on le vivra à d'autres et puis surtout que Toulouse va passer le tour. En tout cas, merci d'être venu témoigner dans l'émission Et si on parlait de sport. Et puis je te dis à bientôt, n'hésite pas à revenir vers nous à l'occasion. Un grand merci Guillaume et à très bientôt. Merci à vous, à bientôt et allez le TFC. Merci. Et donc la suite de ces championnats d'Europe, il y avait l'OM aussi qui s'est imposé 2-0 à Athènes face à l'AEK Athènes et conforte sa place de leader. Réduit à 10 après l'expulsion de Janoul Belocian, Rennes a su trouver les ressources pour s'imposer face au Panathinaikos, 3-1. En Ligue Europa Conférence, Lille concède un nul décevant, 1 partout, sur la pelouse de Slovan Bratislava, mais garde la tête de son groupe. On va passer maintenant, après la Coupe d'Europe, à la Ligue 1. Et peu entreprenant, Nice et Montpellier se sont quittés sur un score nul et vierge, 0-0 à la Moisson, Et Lille a été accroché par le TFC, qui est toujours, donc on l'a vu, sur une très belle lancée dynamique. Et Laurent, on va terminer avec le rugby et la Pro D2. Colomiers a réussi à faire chuter le leader Vannes 15-10. Ce dernier s'incline pour la première fois de cette saison. Pour les autres clubs d'Occitanie, ce fut plus difficile. Mont-de-Marsan a battu Montauban 30-13. Alors que dans le même temps, Agen s'est imposé à Béziers 29-24. Et en top 14, victoire sans éclat de Toulouse 43-34 face à Perpignan. Montpellier a concédé une 5e défaite consécutive battue 17-20 au GGL Stadium par Clermont. Succès à domicile de Castres et de Pau, respectivement devant Oyonnax 39-11 et Bordeaux-Bègles 20-11. Et maintenant, place à la première mi-temps de cette émission Et si on parlait de sport avec notre invité Franco Pitz, président de la Ligue Occitanie de judo. Et si on parlait de sport, première mi-temps. Et retour dans l'émission Et si on parlait de sport avec notre invité Franck Opitz, président de la Ligue Occitanie de judo. Bonjour Franck. Bonjour. Alors, on accueille un président heureux après un tel résultat de l'équipe de France au championnat d'Europe de judo. Oui, heureux heureux et fatigué quand même parce que toutes les équipes ont été sacrément mobilisées sur un événement majeur. Alors, il y avait le championnat d'Europe, mais on a voulu y associer la semaine du judo. Donc, on a accueilli l'équipe de France sur une action auprès des enfants. Donc c'était sur 2 jours, ça s'appelle l'itinéraire des champions, c'est une action fédérale et donc ça a rajouté à l'ensemble de l'événement qui était déjà très très important sur Montpellier. Donc on était très contents et puis 2, vu les résultats, on est super contents. On va parler des résultats, Franck, avec 9 médailles dont 5 d'or. La France a brillé sur les championnats d'Europe qui sont donc déroulés à Montpellier. C'est le meilleur bilan continental des Français depuis 2014, j'ai noté. Et vous terminez en tête du classement des nations sur cette compétition. 3 jours, les meilleurs judokas d'Europe étaient présents. On a recensé 386 combattants issus de 46 nations, plus de 17 600 visiteurs sur l'ensemble de la compétition. Avec un tel résultat, une organisation réussie pour un président de région, c'est de bon augure pour donner un coup de boost au judo en Occitanie. C'est effectivement un coup de pouce important pour nous. Je crois que c'est vraiment important que des événements majeurs de ce type se fassent en province, et notamment en Occitanie, parce que c'est l'occasion pour les clubs de voir les meilleurs judokas français, les meilleurs judokas européens se confronter, sans que ce soit trop loin, et donc d'être en contact là, comme ça des clubs, c'est vraiment une grande chance pour nous. Donc c'était vraiment important de pouvoir réussir ce championnat. Vous aviez une grosse part d'organisation, c'était réparti entre la Fédé, vous, comment ça s'est passé l'organisation pure et dure? Alors l'organisation appartient à l'Union Européenne de Judo, qui a délégué à la Fédération Française de Judo, donc qui en a pris une grande part pour eux, et nous on a mis à disposition nos cadres pour qu'ils puissent accompagner. Et puis c'était l'occasion, comme nous avons un pôle espoir sur Montpellier, d'avoir également les élèves du pôle espoir qui soient présents sur ce championnat d'Europe et de pouvoir participer en tant que bénévole sur l'organisation. On avait des judokas ou judokates qui étaient présents dans ces championnats d'Europe, dans les qualifiés de l'équipe de France? Alors nous avions une championne Brigue,
la sélection aux Jeux Olympiques, c'est Chérine Boukli, Ouais. qui a été formée dans le Gard. Et donc, alors, chance ou pas de chance, on a une deuxième prétendante qui est Blandine Pont, qui a été formée dans l'Hérault, mais qui est là dans la même catégorie de poids. Et donc, il n'y en aura qu'une des deux, alors, donc c'est moins de 48 kilos, une des deux qui sera sélectionnée aux Jeux Olympiques. Chérine Boukli a pris une avance, évidemment, en étant championne d'Europe. Ouais. Mais bon, voilà. Donc, on est très fiers, évidemment, d'avoir une judoka formée au sein de l'Occitanie qui brigue les plus hauts podiums mondiaux. Bah écoute, ouais, c'était impressionnant. En tout cas, moi, j'ai eu certains combats qui sont terminés par des hippons extraordinaires. Vraiment, je me suis régalé sur ces championnats du monde et je pense que c'était vraiment l'occasion pour nous en France de montrer ce qu'on était capable de faire. Alors, excuse-moi, je lève la main. Des hippons, qu'est-ce que c'est ? Ah bah, je vais laisser le président répondre. 6e Dan face à moi. Moi, c'est les questions voilà. newbie. Hein, donc, c'est quoi un hippon, finir sur un hippon ? Alors, finir sur un hippon, hippon, c'est la victoire suprême en judo. Il suffit d'un hippon qui peut être marqué au tout début du combat ou à la fin, n'importe quel moment. Et donc, pour marquer hippon, il faut faire tomber l'autre sur le dos avec force, vitesse et contrôle, ou alors le maintenir au sol, donc soit l'immobiliser pendant plusieurs secondes, soit faire qu'il abandonne, donc soit sur étranglement, soit sur clé de bras. Voilà, ça évidemment c'est à partir de la catégorie cadet, tout ce qui est étranglement avec clé de bras, mais donc pour les seniors ça les concerne. Donc voilà, plusieurs façons de marquer hippon et c'est la victoire ultime. Voilà, hippon est égal à victoire obligée. Exactement. C'est marquer un but en fait, pour simplifier, que tu comprennes. Merci. Oui, si ce n'est que quand on marque un but, le match ne s'arrête pas. Alors que nous, hippon, le combat se termine. Voilà, un petit mot sur les JO à Paris. Donc on va bien sûr avoir une équipe de France, mais je pense que pour un président de ligue, c'est quand même un événement de préparer vos gens. Est-ce que ça, il y a des, à part on l'a vu, cette judoka qui va être qualifiée, est-ce qu'il y a d'autres possibilités, d'autres potentialités dans la ligue, et est-ce que vous allez participer vous-même à ces Jeux Olympiques? Alors, est-ce qu'il y a d'autres potentialités dans la ligue? Non. Aujourd'hui, on a des personnes qui ont des qualités pour être sur les podiums mondiaux, européens ou mondiaux, mais qui sont des prétendants à la sélection olympique aujourd'hui non, à part donc Chérine Boukli et Blandine Pont, qui sont les deux prétendantes de l'Occitanie. Ensuite, y être, oui, j'y serai. J'ai la chance de pouvoir bénéficier de places en tout cas le début de la compétition. Et donc, je serai présent sur la partie judo, en tout cas. Mais comme j'avais déjà aussi réservé quelques places, donc j'irai voir d'autres disciplines que le judo également. Merci beaucoup. En France, le judo est un des sports les plus pratiqués, notamment chez les enfants de moins de 10 ans. Et on y apprend à être souple, à se défendre, à aider son partenaire, à faire du coup des clés de bras et des étranglements pour les plus grands. Pour les plus grands. Tous les jeunes judokas apprennent également le code moral de judo et ses 8 valeurs. Alors moi, je suis très attachée aux valeurs. Les 8 valeurs du judo, c'est l'amitié, la sincérité, la modestie, le contrôle de soi, le courage, l'honneur, le respect et la politesse. Un enseignement qui forge une personnalité comme l'astronaute Thomas Pesquet, qui parle d'une discipline et de valeurs qui ont structuré sa vie. Par les temps qui courent, c'est quand même plutôt des très beaux témoignages pour le judo. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ces valeurs qui sont chères au judo ? C'est même le fondement même de notre discipline. Notre discipline n'a pas vocation à pas été créée pour être meilleur que l'autre. Ça, c'est la partie compétitive. Mais la discipline a été fondée comme un moyen d'éducation. Pour nous, les principes éducatifs sont vraiment essentiels. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle en France, il y a un tel engouement pour cette discipline, pour le judo, le jiu-jitsu et les disciplines associées. C'est que, en fait, toutes les valeurs éducatives sont portées par les enseignants. Et donc, effectivement, pour nous, c'est très important. Ça commence par le salut. C'est savoir écouter. C'est quand on est plus gradé, c'est d'aider les moins gradés. Et effectivement, dans une période où on est un petit peu centré sur soi, et l'actualité nous le montre, et les réseaux sociaux également, d'avoir un espace où, c'est pas le monde idéal, mais on arrive à se confronter, à ce que les moins costauds puissent être accompagnés par ceux qui ont un peu plus d'expérience, les plus timides puissent s'exprimer aussi, cadrer et canaliser ceux qui ont tendance au contraire à être un peu plus dans l'action dissipée. Donc voilà, donc c'est ces valeurs-là que l'on défend. C'est les grands principes et c'est vraiment là-dessus que le judo s'est fondé dès le départ, dès 1882 par Jigoro Kano.
Donc on va rajouter l'entraide et le partage dans ces valeurs. C'est ça, l'entraide, la prospérité mutuelle, effectivement, c'est important pour nous, c'est un des principes que nous avons. Alors pour revenir du coup, merci Franck, pour revenir sur la région Occitanie, comment est organisé et structuré donc le judo ? Alors, le judo sur la région est constitué de 13 départements, donc les 13 comités départementaux, qui ont des délégations également pour organiser leurs compétitions. Nous avons un secteur formation, donc nous proposons des formations BPGEPS et CQP sur l'ensemble du territoire. Et nous avons donc un pôle sportif avec, sur le pôle sportif, donc 2 pôles espoirs, un à Toulouse et un à Montpellier. Et donc nous travaillons en ce moment pour faire un pôle France dont l'objectif c'est de permettre une progression dans nos sportives pour nos jeunes et non pas les garder mais permettre à des jeunes qui ont... on est sur une région qui est universitaire et donc c'est dommage d'avoir des jeunes qui sont, pour des raisons de perfectionnement judo, d'aller sur Paris ou sur d'autres endroits. Donc pour nous, l'objectif, c'est de pouvoir garder nos adhérents le plus longtemps possible et surtout qu'ils progressent, parce qu'après qu'ils partent, c'est pas très grave. L'important, c'est qu'ils progressent et donc qu'on puisse leur donner les meilleurs outils pour être encore plus performants quand ils iront, puisque l'ultime c'est l'INSEP à Paris, donc pour être performants sur les podiums. Donc au niveau développement de la discipline dans la région, c'est ce principal axe de développement que tu souhaites mettre en place ou il y en a d'autres ? Ah non, il y en a d'autres, et notamment suite au Covid. Nous, on a chargé, comme toutes les disciplines d'ailleurs, donc on a vraiment mis le paquet sur le développement et notamment sur l'aide à la création de clubs. Donc avec une dotation de tapis, avec une aide à l'enseignant. Et donc on a aidé 7 clubs l'année dernière. Là on est sur un projet dans les 12 nouveaux clubs avec, donc voilà, on offre les tatamis, une surface de combat et également l'aide peut prendre différentes variations. Certains clubs disent nous les tapis on les a, mais par contre l'enseignant on souhaite, voilà, donc on aide à l'enseignant rémunéré de pouvoir justement vivre correctement. Donc un grand accompagnement là-dessus. Et puis, il y a ce programme des 1000 dojos que met en place sa fédération sur le plan du président de la République des 5000 équipements sportifs avant les Jeux Olympiques. Le président de la fédération a projeté d'avoir 1000 dojos sur l'ensemble du territoire français. Et donc, là aussi, on s'inscrit dans cette démarche d'avoir des dojos qui se construisent avec le soutien financier de l'État. Et donc, ça fait partie des actions de développement que l'on met en place. Et puis, on pourra en parler, l'action de développement, c'est aussi, forcément, on a voulu professionnaliser le secteur de la formation. Donc, on a une nouvelle directrice de la formation. Parce que c'est un secteur important. Si on veut se développer, il faut que les enseignants soient formés de manière qualitative. Et puis dernièrement, là, c'est assez récent, c'est même très récent, nous avons embauché un cadre technique pour le para-judo. C'est un secteur sur lequel on n'était pas investi, pas suffisamment en tout cas. On faisait ça, mais on le faisait mais de manière pas suffisamment professionnelle. Et donc, on a quelqu'un qui est dédié à ce secteur-là, secteur para-judo, sur lequel on souhaite s'engager. Si vous voulez plus d'informations, vous pouvez aller sur le site internet www.occitanie.ffjudo.com. Bravo. Et du coup, quels conseils pourrais-tu donner aux personnes qui souhaitent participer et pratiquer le judo en Occitanie et qu'ils hésitent encore un petit peu grâce à tout ce que tu as dit? Normalement, ils n'hésitent pas trop là. Alors, quel conseil? C'est déjà de pousser la porte d'un dojo, de voir un petit peu l'ambiance, voir qu'est-ce qu'on attend. C'est une super discipline éducative pour les enfants, clairement. Non seulement on apprend les valeurs dont tu as parlé, mais également c'est l'occasion pour les enfants d'apprendre à se coordonner, à maîtriser son corps au sol, debout, de se confronter sans qu'il y ait de violence, de se confronter à l'autre ou au collectif. Et puis pour les adultes, il y a le judo, mais il y a le taïso qui est une gymnastique qui sert de préparation notamment au cours de judo. Il y a le jiu-jitsu, donc il y a une palette de disciplines qui permet de trouver son bonheur avec ou sans chute. Il y a la self-défense, donc il y a énormément de possibilités.
Et puis ce qui est important, c'est qu'on est dans une démarche, et moi il m'arrive quand je vais encore sur le tatami, d'y aller au-delà de la technique, d'y aller pour retrouver aussi les copains ou les copines. Et donc ça c'est vraiment important parce que c'est ça le vivre ensemble. Hein, et donc c'est aussi se retrouver avec les autres et de parler de tout et de rien. Et voilà. Non, je voudrais qu'on parle encore de tout. Et on vient de faire un tour d'horizon sur le judo en général. Et là, je vais m'adresser plutôt à l'homme, le judoka que tu es, qui est animé par cette vraie passion. On vient de le voir du judo. Mais il y a quand même quelque chose, et c'est pas un scoop, mais on en a parlé. En octobre dernier, tu as annoncé ton intention de candidater pour devenir président de la Fédération française de judo. On est très honoré de te recevoir. Qu'est-ce qui te pousse à franchir ce pas ? Eh bien justement, c'est le judo des territoires, c'est le judo des clubs. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Les décisions, on est d'une fédération de clubs. Et pour moi, le pouvoir de revenir au club et au territoire, et non pas uniquement dans le siège parisien où ça se décide. Donc c'est revenir à ces fondamentaux-là, revenir aussi à la culture judo. Hein, on parlait des valeurs, c'est la culture. Et j'ai l'impression avec d'autres qu'on s'en éloigne petit à petit pour avoir une vision un peu plus... et consumériste et commercial de notre activité. Alors effectivement, la fédération a plus d'argent, le judo a plus d'argent grâce à des partenariats. Mais je crois que ce qui est important, c'est que l'argent ne doit pas être le projet. Je crois que l'argent doit servir le projet et c'est vraiment dans ce sens-là que j'inscris ma démarche. C'est un engagement. Je me suis engagé comme prof de judo, je me suis engagé comme dirigeant bénévole au niveau de la Ligue. Eh bien, c'est poursuivre cet engagement-là au niveau fédéral. Et c'est également un engagement... le judo est fort quand il est représenté dans les instances comme le CNOSF, ce qu'il n'est pas aujourd'hui. C'est la première fois que le judo n'a plus de représentant de CNOSF. Il est fort quand il est représenté à l'Union européenne de judo. Il n'est pas représenté aujourd'hui à l'Union européenne de judo. Quand il est représenté à la Fédération internationale de judo, il n'est plus représenté à la Fédération internationale. Donc, il y a aujourd'hui une concordance de choses qui font qu'il y a quelque chose qui bloque, qui rouille dans le système. Et je souhaite apporter une réponse avec d'autres et surtout avec les clubs et les territoires. Merci, on t'a donné cette belle parole. En fait, on te souhaite une bonne progression et puis on espère que tu nous oublieras pas si par hasard tu montes là-haut et qu'on aura la possibilité de t'avoir à l'antenne à ce moment-là. Avec grand plaisir. En tout cas, vraiment, merci pour ces beaux commentaires, pour cette belle implication que tu portes et pour ces belles valeurs que tu souhaites représenter au plus haut, qu'on te souhaite en national aussi. Merci pour tes commentaires. Tu es le bienvenu quand tu veux. Bonne continuation aussi pour le développement de cette discipline, en tout cas au sein de notre région dans un premier temps et au national dans un deuxième temps. Et tu es le bienvenu pour venir nous parler quand tu veux, être accompagné même par des judokas et judokates qui nous fassent aussi découvrir cette belle passion que tu as su nous partager. Merci de ce temps d'antenne parce que c'est vraiment important. Cette passion, elle est réciproque. J'entendais votre dernière émission et on voit que vous transpirez le sport, si je puis dire, et ça fait plaisir. Et donc, on est là parce qu'on est tous des passionnés et c'est important, effectivement. Merci. Alors, j'imagine que comme dans de nombreux sports, la préparation mentale joue un rôle important au judo. Cindy Laplace, qui est préparatrice mentale, nous apporte quelques éclairages dans la chronique Sport Santé Bien-être. Et si on parlait de sport, la chronique. Et pour la chronique Sport Santé Bien-être, nous avons la joie de recevoir Cindy Laplace, qui est préparatrice mentale spécialisée. Bienvenue dans l'émission, Cindy. Merci. Bienvenue dans Ici on parlait de sport. Très heureuse de t'accueillir et plus particulièrement pour que tu donnes des conseils clés pour gagner. Est-ce que tu peux nous dire comment tu arrives à rebondir quand, en général, je pense qu'il y a des gens qui arrivent vers toi et qui te disent pourquoi j'arrive à l'entraînement et moi en compétition ou qu'est-ce qui coince, je suis pourtant au top de ma forme. Et bien souvent, je réponds par une question. Donc en fait, aujourd'hui, c'est si on parlait du gros manque dans le sport français en seulement 5 minutes. Je suis nulle, j'ai trop de stress, quel dommage, je suis blessée, ou c'était un jour sans. C'est des phrases qu'on a toutes et tous entendues en fait, que ce soit de l'entraîneur, du journaliste et surtout du sportif. Pendant, mais surtout après la compétition, un peu comme si c'était une fatalité quoi. C'est passé et dommage, on retentera la prochaine fois. Mais non, on s'entraîne des heures, on met toute notre intention personnelle, des fois professionnelle, pour atteindre le succès, ou du moins la réussite. Vous l'aurez compris, je parle du mental des Français et notamment de l'entraînement mental. Ça tombe plutôt bien, donc en effet je suis préparatrice mentale depuis 10 ans, mais aujourd'hui, qu'est-ce que cherche une sportive ?
ou un sportif. C'est rentrer dans l'état idéal de performance. Ça vous parle ? Pas trop, gagner quoi. C'est le flow, c'est le fait d'être en mode automatique, grande confiance en soi, se sentir bien, prendre plaisir. C'est ce plaisir de pratiquer, que ce soit du judo, du pentathlon moderne, que ce soit du rugby, c'est ce plaisir à pratiquer et exprimer ce que l'on est et ce que l'on a envie en fait. Cette recherche de la réussite, elle est présente à l'entraînement, lors d'un petit tournoi, d'un match amical, lors des Jeux Olympiques. Cette quête, elle nous anime dans nos pensées, dans nos actions, dans nos réflexions, aussi bien dans nos succès et dans nos échecs. Aujourd'hui, l'émission m'a posé 2 questions. Pourquoi j'y arrive à l'entraînement et moi en compétition ? Et la deuxième, c'est qu'est-ce qui coince ? Mais moi, on me la pose cette question et qu'est-ce que je fais ? En fait, c'est de répondre. Et je vais leur dire, ok, t'as envie d'être le meilleur ? Oui. Et si tu laissais le hasard décider de ta performance ? Tu dirais oui ou tu dirais non ? Ils vont me dire non, bien évidemment. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est tellement frustrant de s'entraîner pendant des heures, préparation physique, préparation technique, de louper des temps personnels et le jour J, sur 5 minutes de combat ou 30 secondes en escrime lors du pentathlon, de passer à côté ? Mais non, c'est juste inacceptable. Donc, exprimer le meilleur de soi, appliquer la technique, imposer son jeu, faire un sans faute, cela est possible grâce à l'entraînement technique, physique, mais surtout mental. Alors, j'aime la gastronomie. Vous allez vous dire, mais pourquoi elle nous parle de gastronomie ? Pourquoi tu nous parles de gastronomie ? Le lien avec le sport, c'est qu'il faut tous les ingrédients pour faire un grand plat. Et bien souvent, des produits de qualité. On entraîne la technique, la préparation physique, mais alors le mental, c'est la dernière roue du carrosse, on le laisse au hasard. Du moins en partie, c'est ce qu'on croit. Mon métier, c'est questionner, identifier les forces, mais aussi les manques, et au contexte, et mettre en place un entraînement mental pour que ces sportifs soient prêts à tout, mais surtout à performer. Donc du bœuf, du vin rouge, des champignons peuvent donner un excellent bœuf bourguignon. Vous verrez mes origines personnelles peut-être en lien. Si vous suivez la recette, cela peut fonctionner. Mais c'est complexe. L'humain, c'est un assemblage. L'humain est un inconscient, un vécu personnel, un vécu sportif, des enjeux aussi avec des ligues, des fédérations, des choix qui sont parfois compliqués à intégrer. Et aujourd'hui, être en réussite à l'entraînement, c'est possible à condition de développer 3 grands axes. On essaye. Je vais essayer de vulgariser, même si ça serait assez présomptueux de vous donner les clés de la réussite. La première, en finir avec le stress, maîtriser les enjeux. Oui, 0 stress, on en finit avec la boule au ventre et les vomissements. On se prépare à réussir. 2, être prêt à tout. Avant, on s'échauffe mentalement. Pendant, on s'entraîne. Lors des entraînements avec les entraîneurs, on s'entraîne à être déconcentré, on s'entraîne à être potentiellement challengé, insulté. Et après, on débriefe de notre combat. Parce qu'on ait gagné ou perdu, le débriefing va conditionner notre confiance et notre motivation. Alors, le 3e point, c'est quoi ? Avoir le contrôle de sa confiance en soi, de sa motivation, de sa concentration, gérer son énergie pour tenir tout au long de nos défis. Qu'est-ce qui pourrait être rajouté à ça ? Travailler son mental, c'est de ne laisser plus rien au hasard, c'est décider d'être performant régulièrement. Je pourrais vous décrire ce qu'il faut faire pour un bon bœuf bourguignon, mais je vous laisse le déguster pour vous faire votre propre avis. Merci beaucoup Cindy. Où est-ce qu'on peut te retrouver et où est-ce que justement on peut te contacter si on a besoin d'aide justement pour performer mentalement ? Sur les réseaux sociaux, Préparation Mentale Toulouse ou Cindy Laplace, et le site c'est www.lc-coach.fr. Tu vas peut-être pouvoir venir nous voir à la radio pour nous faire travailler un petit peu. Audrey, ça nous fera du bien, avoir un petit peu de coaching. Ça fait du bien à tout le monde. Dans tous les cas. Merci beaucoup en tout cas Cindy, tu es la bienvenue quand tu veux. Merci. C'est la mi-temps, retour au vestiaire. On se retrouve dans quelques instants pour parler pentathlon moderne avec notre invité Hyacinthe Carrera, président du comité régional Occitanie pentathlon moderne. Et si on parlait de sport, mi-temps. Passionné de sport, vous souhaitez participer à son développement sur le territoire de la Haute-Garonne ? Alors ne cherchez plus. Le comité départemental olympique et sportif de la Haute-Garonne est là pour vous. Notre passion commune, l'excellence sportive et l'olympisme. Le CDOS 31 accompagne les comités départementaux et les clubs dans leur développement. Par des formations adaptées aux bénévoles salariés pour développer leurs compétences, par l'organisation de multiples manifestations sportives dans lesquelles vous pouvez être intégré, à travers la mise à disposition de volontaires en service civique. Alors contactez le comité départemental olympique et sportif de la Haute-Garonne dès maintenant par mail contact@cdos31.org ou au 05 62 24 19 02. Ensemble, faisons briller la Haute-Garonne à travers le sport. Et si on parlait de sport, deuxième mi-temps.
Et retour sur le plateau de l'émission Et si on parlait de sport avec notre invité Hyacinthe Carrera, président du comité régional Occitanie de pentathlon moderne. Bonjour Hyacinthe. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Merci d'avoir accepté notre invitation pour parler de pentathlon moderne. Petite remarque que je me suis faite en étudiant un peu le pentathlon moderne, c'est il y a un paradoxe dans ce nom, dans ce sport, qui est en fait une discipline olympique depuis les Jeux olympiques de Stockholm en 1912. Donc pentathlon moderne, ça date quand même un petit peu, quoi. Alors, pentathlon moderne, ça date, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce nom a été choisi en référence au pentathlon antique, qui lui-même, c'était pas les mêmes épreuves, hein. Il y avait des lancers, disques, javelots, des sauts sur longueur, une course et de la lutte. Et donc, quand Coubertin a créé cette discipline, il a posé le concept de pentathlon moderne par opposition, par différenciation avec celui-là. Et c'est dans cette appellation qui est restée jusqu'à aujourd'hui. Par parenthèse, d'ailleurs, je le précise parce que Coubertin n'a pas souhaité, enfin, le but n'était pas de faire une épreuve qui définirait un soldat, ce qui est déjà très différent de l'Antiquité. Lui, ce qu'il voulait, c'était que le pentathlon consacre l'athlète le plus complet des JO. Alors, l'idée de soldat était toujours un peu là, hein. On est dans la période où le ministère de Sport, lorsqu'il est créé, s'appelle le ministère des armées et du sport, mais quand même la laïcité, si on veut, par rapport à l'armée est déjà là. Est-ce que tu peux du coup nous faire une présentation de ce sport qui finalement se résume, comme tu l'as dit, non pas en une, mais en 5 épreuves distinctes? Tout à fait. Alors, les 5 épreuves, historiquement, avec Coubertin, c'est natation, tir, course, escrime et équitation. Et même si au départ, il avait envisagé d'autres formules, hein, c'est pour ça que je donnais cette précision concernant le soldat. Par exemple, il avait pensé à l'aviron. Mais c'est resté ces cinq disciplines jusqu'à aujourd'hui, avec des évolutions internes. Par exemple, le tir, on est passé du tir avec un pistolet 22 court qui pouvait tuer quelqu'un d'ailleurs, au plomb, et ensuite aujourd'hui au laser, qui est tout à fait inoffensif. Et alors, ce qui change après les Jeux, fortement après les Jeux Olympiques de Paris, c'est que l'équitation disparaît. Elle a déjà d'ailleurs disparu chez les catégories de jeunes, au bénéfice du parcours d'obstacles. Voilà. Donc désormais, pour les jeunes et après Paris, la discipline olympique, parce que le pentathlon a été confirmé dans ce statut de sport olympique, ça sera ça, tir, course, d'ailleurs combiné, on appelle ça le laser run, tir-course, escrime, natation et parcours d'obstacles. Ok, et est-ce que tu peux nous développer un peu plus, parce que du coup, moi je me dis natation, il faut qu'il fasse combien de distance? Est-ce que ça varie en fonction de la compétition? Escrime, c'est quoi? C'est un touché, c'est fini? Ça dure combien de temps ces épreuves? Alors, c'est vraiment la bonne question. Enfin, toutes tes questions sont excellentes, bien sûr, mais celle-là l'est tout particulièrement parce que le pentathlon est un sport, donc on a compris, qui évolue, et il évolue en particulier pour coller un peu mieux à ce que sont aujourd'hui les attentes, en particulier du public, des médias, etc. Et donc, par exemple, aux Jeux de Barcelone, le pentathlon, c'était une première journée consacrée à l'escrime. L'escrime, c'est en une touche, chaque athlète rencontrant avec 36 qualifiés pour la finale, ça faisait 35 fois une touche. Bon, ça a évolué. Aujourd'hui, on garde, l'escrime existe toujours, mais on a une journée, certes, parce que c'est long, une demi-journée qui est consacrée à l'escrime, mais on a créé ce qu'on appelle le bonus round, c'est-à-dire que le jour véritablement, on essaie de compacter les 5 épreuves. Alors, on a compris que tir, course, combiné, déjà, on gagne du temps. La natation, c'est 200 mètres pour le niveau senior. Désormais, puisqu'il faut le dire comme ça, le parcours d'obstacles, c'est tout le monde fait un parcours qui dure, je sais pas, 3. Ma femme, DTN adjointe, me souffle même pas, c'est de l'ordre d'1 minute par parcours. Et donc, l'escrime, pour que tout ça tienne dans un format, disons, de 1h30, voilà, l'escrime, on fait ce qu'on appelle le bonus round, c'est-à-dire que le premier, le 35 rencontre le 36, le vainqueur rencontre le 35, ce qui fait que, en tout et pour tout, ça fait 35 assauts, et donc, un temps de l'ordre d'une vingtaine de minutes. Voilà. Donc aujourd'hui,
le format d'aujourd'hui, c'est ça. Le jour de la compétition, les gens s'assoient et voient une escrime qui fait 20 minutes, une natation de 200 mètres de l'ordre, toute la compétition dure une dizaine de minutes, enfin voilà, tout ce qu'on vient de donc décrire. Donc en fait, par rapport alors nous, on avait reçu le triathlon la semaine dernière, donc c'est rigolo parce que là, du coup, le triathlon, c'est quand même des grosses courses de durée de 1h30, 2h, comme il disait, pour les plus aguerris. Et vous, finalement, vous faites 5 sports en moins de temps. Ben, c'est ça, oui, c'est le but. Le but, c'est de compacter tout ça, d'enchaîner, ce qui évidemment génère des morphotypes et d'ailleurs des constitutions plus globalement physiques très, très, très différents, puisque vous imaginez bien que quand on avait donc l'escrime sur une journée, le lendemain la course, ou enfin peu importe, le lendemain la natation, ça durait 5 jours à Barcelone. Et oui, voilà, avant c'était ça. Et alors comment font ces athlètes justement pour s'entraîner à toutes ces disciplines et comment est organisé le pentathlon moderne en région Occitanie du coup? Alors les athlètes, ils s'entraînent, ça dépend beaucoup à la fois des clubs, à la fois des licenciés. Est-ce que on met l'accent sur le loisir parce que c'est un sport qui draine et de plus en plus de gens. Parce que cette diversité, c'est de la complémentarité, c'est un côté très ludique, etc. Et si on vise la performance, évidemment, c'est pas le même tarif. Donc, l'entraînement, ça peut être 2 séances par semaine de rencontres. C'est le cas, je vais jamais le dire, de la majorité de nos 550 licenciés à Perpignan, parce qu'on est un très gros club. Donc, ils viennent faire un jour tir-course, escrime, et un autre jour natation, et puis désormais parcours d'obstacles. L'équitation, c'était encore autre chose. Ensuite, nous, on a dans la région, on a un CAM, club d'accès au haut niveau, qui est Perpignan. Alors là, les athlètes qui sont inscrits dans ce CAM, ils s'entraînent tous les jours, quoi. Voilà. Et puis toujours dans la région, on a Formeux, qui est un pôle France relève, un recrutement national, mais enfin largement alimenté par le CAM, en l'occurrence de Perpignan. Et là, évidemment, le CAM, c'est le sport d'aujourd'hui, c'est-à-dire c'est plus 1 fois par jour, c'est 2 fois par jour. Voilà. Oui. Donc le pentathlon occitan, en Occitanie, présente cette diversité. Et quels sont les objectifs de la Ligue pour le développement de la discipline en Occitanie? Alors, si nous parlons de développement, l'objectif est très clair, c'est être présent dans tous les départements, ce qui n'est pas le cas actuellement. Faut se souvenir que le pentathlon moderne, c'était très peu de clubs il y a encore 20 ans. Quand je dis très peu, c'est sur l'ensemble de la France, il devait y avoir, en tout cas, moins de 10 clubs. C'était une discipline tout à fait confidentielle, j'ai envie de dire, dans le giron du CNO, et puis on est passé à une phase de volonté de développement. Aujourd'hui, sur la France, on a une 60aine de clubs, et sur Occitanie, qui est la région le plus fort développement, on a déjà un peu plus de 15 clubs, 15-16 clubs, présents dans alors Gers, Haute-Garonne, Ariège, Aude, Aveyron, Pau, Gard. Mais il nous manque, par exemple, l'Hérault, il nous manque le Tarn. Et donc, l'objectif, c'est un objectif vraiment sur lequel on était bien dans les temps de marche, mais comme vous le savez, le Covid a perturbé un petit peu, pas un peu, a beaucoup perturbé les possibilités de déplacement, de trucs, de machin. Mais ça doit se faire. Nous envisageons plus que sérieusement qu'on soit présent dans l'ensemble des clubs de la région, des départements de la région Occitanie très rapidement. Voilà. Et Yacine, juste une petite question quand même. Donc là, ces gens se préparent. Quelles sont les grandes épreuves de pentathlon moderne? On avait évoqué ça, à part bien sûr les Jeux Olympiques. Et je crois qu'il y a des épreuves à venir en pentathlon moderne bientôt. Oui. Alors, si on est sur le plan international, on a championnat d'Europe et championnat du monde, voilà, mais aussi un circuit Coupe du Monde. Donc qui se balade comme ça avec des épreuves un peu partout. Si on est au plan national, on a les 2 épreuves reines que sont les championnats de France de pentathlon qui traditionnellement ont lieu à l'INSEP, à Paris, sur les installations du site de l'INSEP, et le trophée Christophe Ruher,
du nom d'un ancien pentathlète qui est, lui, traditionnellement, se déroule sur Perpignan-Canet, enfin, voilà, en février. Donc les France, c'est en décembre, le RER en février, voilà les 2 épreuves. Ensuite, il y a des épreuves, alors dans les différents formats aussi, parce que le fait qu'il y ait ces 5 disciplines, et d'ailleurs statutairement la fédération a vocation à encourager, développer, etc., tous les formats du pentathlon, c'est-à-dire avec 2 disciplines, pas de format avec une seule discipline. Le premier format, c'est à 2 disciplines, c'est le laser run. J'ai envie de dire, ça, c'est vraiment ce qui amène rapidement les gens au pentathlon, tir-course combiné. Mais ensuite, il y a ce qu'on appelle le triathlé, tir-course plus natation. Il y a un format à 4 épreuves, etc. Même si aujourd'hui, et grâce à cette bascule de l'équitation vers le parcours d'obstacles, l'idée c'est d'avoir en compétition au moins 2 formats, laser run d'une part et pentathlon complet d'autre part. Parce que la vérité, c'est que l'équitation, c'était très compliqué, difficile à organiser. Je parle pas de l'international, voilà. Voilà. Alors que aujourd'hui, avec le parcours, tout le monde peut faire très rapidement un pentathlon complet. Alors justement, quel conseil tu pourrais donner aux personnes qui souhaitent se mettre au pentathlon? On va répéter ce qu'est l'intérêt du pentathlon. C'est que c'est un sport, c'est la diversité qui fait son. Voilà, c'est la diversité. Ce qui fait que les gamins adorent ça. Je ne prendrai pas le risque de comparer à d'autres sports amis d'ailleurs, parce qu'évidemment le sport c'est une grande famille. Mais je sais pas moi, si on se contente d'une seule discipline, je pense à un truc comme la natation. Parce qu'à Font-Romeu, il y a le pentathlon, il y a la natation, il y a d'autres sports. Il faut être très, 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 très fortement passionné, parce que aller nager tous les jours, ils avaient calculé les élèves que je connaissais bien à une époque de Font-Romeu, ils avaient fait le tour de la Terre dans leurs années sur place. Et donc, il faut avoir une très forte motivation. Là, il y a un côté éminemment ludique. Et donc, aller faire du pentathlon, c'est déjà, nous on le pose comme ça, c'est se faire plaisir pour les jeunes, parce qu'on prend des jeunes très jeunes, à partir de 6-7 ans, donc ils se font plaisir. Ils font de l'escrime au début avec des épées en caoutchouc, il y a des déplacements, aujourd'hui le parcours, il y a des aménagements, et après, c'est quand même un sport qui reste attractif en termes de performance. Vous le savez parce qu'on en a parlé, on a dans la région aujourd'hui deux jeunes en U19 et en U17 qui sont les premiers champions du monde, j'ai envie de dire toutes catégories d'âge confondues, premiers champions du monde, parce qu'il n'y en a pas eu pour les seniors. Tu peux nous donner leur nom déjà, si tu les as là quand même. Oui, je les ai. Alors, c'est Étienne Clergeau en U19 et Mathis Issaka Idé Large en U17. Voilà. Bravo pour ces jeunes, du coup. Ah oui, bravo. Et puis, d'autant plus que, encore une fois, l'évolution des disciplines il y a un appel d'air, c'est-à-dire que on a beaucoup plus de pays qui entrent dans la course, si je puis dire. Naguère, le pentathlon, c'était surtout l'apanage de l'Europe occidentale, mais aussi des pays de l'Europe de l'Est. La Hongrie, par exemple, c'était le sport national, carrément. C'était ça, voilà. Aujourd'hui, il y a une ouverture très forte, ça se déplace en particulier vers l'Égypte, vers l'extrême-orient, l'Asie, la Corée en particulier, et donc ils ont affaire à forte concurrence, et c'est très sympa. Merci beaucoup Yassane pour ta présentation du pentathlon moderne, en tout cas en région Occitanie. On te souhaite une bonne continuation pour le développement de ce sport et de ses multiples disciplines. Tu es le bienvenu à nouveau pour venir nous en parler quand tu veux et de vive voix, ça serait top. J'espère qu'on aura rapidement l'occasion de refaire en effet quelque chose de sport avec un apéro à la clé. Ça, c'est pas à la peine de le laisser dans le... Pour la troisième mi-temps, voilà. Et pour plus de renseignements, www.pentathlon-occitanie.fr. Maintenant, place à la prolongation avec Audrey Vidotto et ses invités. Et si on parlait de sport, la prolongation.
Et on se retrouve pour la prolongation et le quiz avec nos invités Franco Pitts, Hyacinthe Carrera et Cindy Laplace. Alors, est-ce que vous connaissez le principe de mon super quiz et si on parlait de sport? Ils me regardent tous. On attend les surprises. Alors, c'est une battle. Le judo va affronter du coup le pentathlon et le pentathlon va affronter le judo. Ok. J'ai le droit d'avoir une aide avec la bien sûr, tu as le droit à la touche féminine, puisque de toute manière, en plus, Hyacinthe, il est aussi accompagné de sa femme. Ah bah oui, voilà. Donc, il n'y a pas de souci, on a, on a deux couples à distance. Donc, on va commencer par toi, Hyacinthe, avec une question judo. Est-ce que tu es prêt? Ouais, si j'avais su, j'aurais gardé un 22 cours. Alors, par contre, c'est pas parce que tu es à distance que tu as le droit de tricher et de demander à Wikipédia, ok? Tu n'as pas le temps, je te le pose rapidement. Allez, question numéro 1. Quel est le terme employé par l'arbitre pour faire débuter un combat? Mate, sonomama, toketa ou hajime? Je dirais mate parce que c'est court, mais ça va pas être ça. Eh non, c'est hajime. Bon, Audrey, je t'aime pas. Confirmation auprès de Monsieur le Président. C'est ça, hajime c'est pour commencer, maté donc c'est pour arrêter. Et donc hajime ça veut dire quelque chose commencer, peut-être? Ça veut dire commencer. Commencer, voilà. Démarrer, commencer. Bah tu vois, j'ai rien inventé, moi t'as pas à me détester. Bah voilà, tu vois, moi je fais pas des questions méchantes. Hein. On verra pour la suivante. Franck et Cindy, est-ce que vous êtes prêts? Allez. Oui. Première question, pentathlon. Combien de médailles d'or le pentathlon moderne a-t-il remporté depuis 1912? 0, 1, 2 ou 4? Allez, 1. Eh non. 2. Est-ce que tu confirmes, Hyacinthe? 2. Il y a eu Robert Leroy, médaillé d'or aux Jeux Olympiques d'été en 1912 et Amélie Cazé, médaillée d'or aux JO d'été de Pékin en 2008. Non, c'est Élodie. Alors non. Amélie Cazé n'a pas été médaillée d'or aux Jeux, etc. La médaille olympique individuelle depuis la création, en fait, c'est Élodie Clouvel, médaille d'argent aux Jeux Olympiques de Rio, sous les couleurs d'ailleurs de Perpignan et donc pour l'Occitanie. Bon, ben merci pour la précision. On avait une petite coquille. Ok. Du coup, il récupère un point. Ils sont trop contents là, grâce à cette négociation quand même. Bravo, tu leur donnes un point du coup. Hein. Merci pour ce fair play. Voilà, allez. Tu es prêt du coup, Hyacinthe? Deuxième question. Allons-y. Quel est le nom officiel de la veste portée par le pratiquant? Un kimono, un judogi ou un jumogi? Là, ça devrait le faire, un kimono. Ah ouais, c'est ça. Deuxième question. Même moi. Deuxième question pour le judo. Vous êtes prêts? Laquelle de ces épreuves ne faisait pas partie du programme de pentathlon antique? Le saut en hauteur, le saut en longueur ou la course? Alors moi j'ai failli rajouter la chasse aux lions, hein, mais bon, le combat avec les lions, mais bon, tout à l'heure j'étais mort de rire, j'ai failli dire ça. Il n'y a qu'une seule réponse ou on peut en avoir Ah non, il n'y en a qu'une. Qui ne fait pas partie du pentathlon antique. Je l'ai donné tout à l'heure. Hein. Oui, mais t'es pas là pour les aider normalement, t'es là pour te battre, hein, t'es là pour gagner. Donc c'est soit le saut en hauteur, soit le saut en longueur. Je veux dire le saut en hauteur. Ouais, le saut en hauteur. C'est une bonne réponse. On t'a bien écouté. Donc 2-1. Troisième question. Est-ce que tu es prêt, Hyacinthe? Oui. Comment se nomme un combat dans la langue de judo? Alors, là, je précise, c'est la même chose, mais c'est pas la même définition. Donc, c'est un randori. Mais est-ce que c'est randori avec deux E, randori avec un I ou randori avec un Y? Mais qu'est-ce que je t'ai fait, Audrey? Et c'est pas moi qui invente les questions de judo, quand même. Hein. Peux-tu répéter? Pouvez-vous répéter, s'il vous plaît? Alors, comment se nomme un combat dans la langue de judo? Un randori avec deux E, un randori avec un I ou un randori avec un Y? Je vais tenter avec un I. Je vois pas pourquoi les Japonais, ça me merde pas de Y. Eh bien, tu as bien raison. 2 questions chacun. Attention, troisième question pour vous. Les athlètes inscrivent des points grâce à leur performance au cours des 3 premières épreuves. Oui, mais lesquelles? La natation, le tir au pistolet et la course à pied. La course à pied, l'équitation et l'escrime. Ou la natation, l'escrime et l'équitation. Ma voisine semble dire que c'est natation, escrime, équitation. Et ta voisine a raison. Merci Cindy, bravo. Alors là, cette voisine a... J'ai un joker de luxe là. Alors du coup, ça fait 3-2, c'est ça?
Maître Moya. 3-2. 3-2. Donc, je confirme. c'est le judo qui l'emporte. Mais il y a toujours la question bonus rapidité. Donc là, il n'y a pas de réponse. Enfin, moi, je ne donne pas plusieurs choix. C'est le premier qui répond qui a gagné. Vous êtes prêts? Ouais. Il est dépité, Yassine. T'as l'air motivé. Bah, ça c'est Perpignan, c'est les montagnes. T'es un peu loin, donc peut-être qu'il y a le temps d'attente. Allez, on va tester. Perpignan, c'est les montagnes, ouais, c'est ça. Faut arrêter de fumer l'herbe qui fait rire, hein, Audrey. Tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Allez. Elle est très facile celle-là, tu vas voir. Où vivent les sportifs pendant la durée des Jeux Olympiques? Dans le village olympique. Dans le village olympique, bien sûr. Et voilà, Cindy était dans la place et c'était Trop sans bien. jeu de mots. En tout cas, merci à tous les trois d'avoir joué le jeu. Vous avez gagné le droit de revenir quand vous voulez dans notre émission. Merci à vous et puis à très bientôt et au plaisir de suivre toutes vos actualités à chacun. Merci beaucoup. Merci Audrey, ça fut vraiment un plaisir. Je n'ai aucune ironie dans ce que je dis. À bientôt. Et si on parlait de sport? Fin du match. Et oui, fin du match et de cette émission avec les grands rendez-vous de la semaine dans l'agenda des sportifs. Pauline. Oui, et cette semaine, vous pourrez retrouver jusqu'au 19 novembre les Master Tennis ATP à Turin, en Italie. Du 16 au 19 novembre, il y a le championnat du monde de rallye au Japon. Ensuite, le samedi 18 novembre, vous pourrez visionner du rugby avec le top 14. Les deux affiches sont 100% Occitanie, Perpignan reçoit Montpellier et le stade toulousain se déplace à Castres. Toujours le 18 novembre, mais cette fois jusqu'au 23, vous retrouverez les championnats d'Europe de curling en Écosse. Le 19 novembre, il y a de la MotoGP avec le Grand Prix du Qatar sur le circuit de Losail. Et enfin, le 19, il y a également de la Formule 1 avec le Grand Prix de Las Vegas sur le circuit urbain de Las Vegas. Programme de la semaine prochaine, montez le volume et rendez-vous au premier virage pour revivre le Grand Prix de Las Vegas 2023 de Formule 1. Première édition de cette épreuve qui a lieu du 16 au 18 novembre 2023 aux États-Unis et pénétrer dans l'univers du sport automobile, du karting au rallye, en passant par les courses de côte et d'endurance, vous serez servis. En deuxième mi-temps, amateurs de sensations fortes qui aimaient slalomer, effectuer des virages, des sauts, la glisse en milieu aquatique, alors ne ratez pas cette présentation du ski nautique et du wakeboard. Et place aux annonces de la semaine avec deux offres cette semaine, dont une avec notre partenaire profession sport et animation 31 à la Beige, qui recherche son ou sa gestionnaire de paix en CDI, en charge d'effectuer donc du coup la gestion sociale pour le compte d'associations, avec bien sûr un profil axé et formé à la paye. Et en deuxième offre, l'avenir Fonsorbet Gym Volontaire recherche un éducateur ou une éducatrice de gymnastique en CDD du 4 décembre au 27 mai 2024. Donc pour postuler et pour retrouver toutes ces annonces, allez directement sur le site www.lesportrecrute.fr. Merci à nos invités, Franco Pitts, Hyacinthe Carrera et Cindy Laplace. C'est la 23e émission de Et si on parlait de sport? Alors merci à vous, tous les internautes qui nous suivent de plus en plus nombreux. Continuez à nous écouter et à partager sur les réseaux sociaux. Merci à l'équipe du comité départemental olympique et sportif de Haute-Garonne pour son aide précieuse à la réalisation de cette émission. Merci à l'équipe technique qui nous a permis de réaliser cette 23e émission. Pauline, Marin, Christian et à Sébastien, notre partenaire informatique Semper Connect, pour ses conseils avisés. Merci Audrey, merci Laurent. Merci Pauline. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle aventure de Et si on parlait de sport la semaine prochaine.